Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du Tableau Vert avec nos invités et grâce au reportage, nous allons essayer de répondre à des questions importantes. D'où vient l'eau potable et surtout, comment la gère-t-on? Le Tableau Vert va nous donner des pistes pédagogiques et nous aider à comprendre aussi comment ça marche. Partons à la découverte, si vous le voulez bien, de cette thématique avec les élèves de CE2 CM1 de l'école élémentaire Louis Duvent de Valenciennes. Les élèves mènent l'enquête dans leur école. Figurez-vous qu'il n'y a plus d'eau potable. Quelles sont les conséquences? Regardez. Un jour apparemment comme les autres à l'école Louis Duvent de Valenciennes. Pourtant, dans la classe de Juliette Montuis, un événement va tout bouleverser. Il semblerait qu'il n'y ait plus d'eau au robinet. Après avoir identifié tous les points d'eau de l'école, c'est par groupe de 3 que les élèves ont mené l'enquête. Il n'y a pas d'eau. Quelles sont les conséquences de cette coupure d'eau dans l'école? Comme il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui me gêne quand je ne peux pas avoir d'eau? Je ne peux pas laver les toilettes, je ne peux pas laver les lavabos, je ne peux pas nettoyer les classes. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas laver les vitres. J'ai beaucoup de choses ici à nettoyage dans la classe, dans l'école, dans toute l'école, en primaire. C'est pas évident de ne pas avoir d'eau. Ah oui. L'eau, c'est précieux. Mais pour la classe, si ça devait durer, ça me gênerait d'abord parce qu'il faut de l'eau pour l'essuyer, de laver le tableau, l'essuyer. Éventuellement, si un élève est souffrant, malade, éventuellement pour les dames de service, passer un petit coup de vassin pour nettoyer le carrelage. Ça gêne surtout pour l'entretien, le nettoyage des sols. Une expérience qui a permis de montrer à quel point l'eau nous est utile au quotidien et donc très précieuse. Voilà une enquête rondement menée par les élèves de l'école Louis Duvent. Nous accueillerons Juliette Montuis dans quelques instants, qui est leur institutrice. Elle nous parlera de ses travaux qu'elle a menés donc aux côtés de ses élèves sur le thème de l'eau potable. En plateau, Karine Vallée. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur expert au service eau potable de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Alors ça consiste en quoi votre travail au quotidien? Donc, au quotidien, je travaille avec les collectivités responsables de la distribution de l'eau. Oui. Pour leur projet de préservation de leurs ressources en eau, Oui, d'accord. et également leur projet de travaux afin de sécuriser la distribution d'eau potable. Voilà, vous travaillez sur la qualité de l'eau. Hein. Oui. Alors cette eau potable, d'où vient-elle, Karine? Alors, au départ, sur Terre, on a une planète qui contient à peu près 70% d'eau. Beaucoup d'eau. Hein. Beaucoup d'eau, Ouais. effectivement. On surnomme la Terre la planète bleue. Ouais. Et sur cette quantité d'eau, on n'en a que 2 à 3% qui sont disponibles sous forme d'eau Et douce. pourquoi seulement 2 à 3%? C'est peu. Oui, le reste, en fait, c'est de l'eau salée Ouais. qui se trouve dans les mers et dans les océans. Mhm. Donc on n'a que 2 à 3% d'eau douce. D'accord. Et on utilise donc 2 à 3% d'eau douce? Pas tout à fait, parce que on a à peu près 1% uniquement qui est Ah, disponible. d'accord, donc on continue à soustraire. Oui. Le reste étant sous forme de glace Ouais. au niveau des pôles et dans des nappes souterraines très profondes qu'on ne peut pas exploiter. Alors évidemment, 1% de 70%, ça paraît très peu, mais on parle là de centaines de milliards de mètres cubes, j'imagine. Oui, c'est des quantités très importantes, hein, qu'on n'arrive pas Ouais. à citer. Alors d'où vient l'eau potable qui coule dans nos robinets? Eh bien, j'ai posé cette question également à nos élèves de l'école Louis Duvent. Voici leur réponse. On en trouve dans le château d'eau ou dans les sources souterraines. Alors, l'eau potable, elle vient des sources souterraines nappes phréatiques. Des nappes phréatiques, du château d'eau ou des sources souterraines. Elle vient de la source souterraine et surtout de la nappe phréatique. L'eau potable vient d'une source souterraine. Et puis, elle va dans les maisons, dans le robinet. Et puis l'eau, on peut faire la vaisselle avec, la lessive, puis on peut la boire.
Et voilà. Alors, beaucoup de réponses intéressantes dans la bouche de nos élèves de l'école Louis Duvent. Nappe phréatique, château d'eau, c'est plutôt bien vu, moi je trouve. Oui, tout à fait, ils ont raison. Ouais. Dans notre région, une majorité d'eau vient d'eau souterraine, donc ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Ouais. Et uniquement 5% proviennent de prélèvements dans des rivières. Ouais. Donc on prélève l'eau par l'intermédiaire de puits qui sont creusés donc, dans la nappe phréatique. Cette eau donc, est prélevée et amenée dans une usine pour être traitée. Et ensuite, elle est stockée dans des châteaux d'eau qui vont permettre la distribution dans l'ensemble de la ville. Alors pour trouver cette eau, justement, ça demande une logistique importante, hein, j'imagine. Oui, il y a toute une phase de recherche pour trouver les meilleurs secteurs où la quantité d'eau est disponible avec également une bonne qualité. Ouais. Ensuite, il faut faire des travaux pour faire le puits, construire les usines, installer les réseaux d'adduction qui peuvent parfois courir sur plusieurs kilomètres. En amont, il y a beaucoup de recherches, hein, évidemment. Il y a beaucoup d'études préalables pour ne pas engager des travaux inutiles. Alors, à vos côtés, Juliette Montuy vient de nous rejoindre. Bonjour Juliette, merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, c'est avec vos élèves que vous avez mené l'enquête d'où vient l'eau potable, à quoi sert-elle. J'imagine que ça a été intéressant. D'où vous est venue l'idée de mener cette enquête sur l'eau potable ? En fait, au départ, on devait participer à une classe scientifique, donc qui avait pour thème l'eau. Et donc, en fait, finalement, le thème de cette classe, enfin, le projet de cette classe, ça a été de réaliser l'émission donc, Tableau Vert. Donc, par le biais d'expériences menées en classe, par le biais de visites sur le terrain, toujours filmées donc, par l'équipe de Tableau Vert. Petit à petit, donc, on a créé des séances, on a mis en place des projets, des choses comme ça pour travailler sur l'eau potable. Et donc, le fait qu'à la fin, il y avait une émission, forcément, les élèves étaient... Alors, quel type d'expérience avez-vous mené avec les élèves ? Donc, les expériences, on en a mené certaines en classe, on en a mené certaines sur le terrain, donc notamment à l'étang d'Amaury, où on s'est rendu. Alors, Juliette, je me suis laissé dire que vous aviez coupé l'eau potable à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, c'était notre point de départ, en fait, pour essayer d'amener justement ce sujet de l'eau... On a décidé de couper l'eau dans l'école, donc forcément les élèves n'étaient pas au courant. Panique à bord. Voilà, donc je leur avais demandé, donc il n'y avait plus d'eau dans le seau pour essuyer le tableau. Ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait plus là où on allait chercher d'habitude. Ils sont allés demander à d'autres endroits dans l'école, il n'y en avait plus non plus. Du coup, on a mené l'enquête, on a fait des petits groupes et ils sont allés aux différents endroits où on pouvait trouver l'eau dans l'école. Donc on les a listés avant de partir. Et donc ils sont allés, oui, en effet, il n'y a plus d'eau. Et à partir de là, ils se sont demandé, maintenant, d'accord, il n'y a plus d'eau, mais quel problème ça pose ? Voilà. Ils ont mené l'enquête, on l'a vu tout à l'heure en début d'émission. Ce genre de plaisanterie, j'ai envie de dire, c'est une plaisanterie sérieuse. Parce que finalement, c'est pour leur faire prendre conscience que l'eau, c'est un trésor. On en parlait avec Karine. Oui, en effet, là, ils se sont bien rendus compte que dans une journée, on avait besoin de l'eau pratiquement tout le temps, que ce soit à l'école, puis après, on a élargi aussi à la maison. Même l'eau dans la nature, ils se sont rendus compte qu'il y en avait partout. Ils ont réalisé des dessins donc, pour faire émerger leur représentation. On a fait des affiches avec les dessins, l'eau dans la nature, donc la mer forcément, les étangs. Il y en a aussi qui ont parlé des sources souterraines. Donc là, ça permettait de voir un peu ce que les élèves pensaient de l'eau. Alors quel est leur regard aujourd'hui après tous ces travaux ? Quel est leur regard sur l'eau potable ? Est-ce qu'ils ont conscience que cette eau, il faut l'économiser ? Oui, ils ont bien compris, notamment aussi grâce aux expériences qu'on a fait. On a vu des petits films aussi sur l'eau en tant que milieu naturel pour les animaux notamment. Qu'il fallait faire attention, que l'eau, vu que ils ont bien retenu que c'était que l'eau c'était un cycle naturel et que c'était toujours la même eau qui était sur Terre depuis des années. Et c'est grâce à ça justement qu'ils ont compris que qu'il fallait faire très attention, qu'on n'en avait pas beaucoup, donc ça a été dit aussi tout à l'heure. Et qu'il ne fallait pas la gaspiller. Donc maintenant, à la maison, ils sont ambassadeurs de l'eau. Voilà. Limite, ils vont éduquer les parents. Ouais,
c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu devenus les ambassadeurs. Donc notamment après notre visite au château d'eau, ils ont été tatoués du sigle ambassadeur de l'eau. Et donc notamment, ils doivent faire attention à ne pas gaspiller. Donc quand on arrose le jardin, quand on se lave les mains, tout ça. Et aussi les encourager à consommer l'eau du robinet qui est tout à fait potable. Bon, rassurez-moi, vous avez remis l'eau à l'école. On hésite encore. Au bout de 2-3 mois, on réfléchit. Voilà, ouais. Et vous avez consacré combien de temps à tous ces travaux, à ces déplacements, à ces reportages pour le tableau vert? Il s'est écoulé quelques semaines, j'imagine. Quelques mois, oui. On a commencé, c'était assez tôt dans l'année, octobre-novembre. Oui. Donc là, on a commencé les expériences en classe, tout ça. Après, on a profité de l'hiver pour parler des états de l'eau. Oui. Parce qu'on ne pouvait pas parler de l'eau sans passer à côté des états de l'eau. Bien sûr. Voilà. Le cycle de l'eau dans la nature. Et donc depuis octobre-novembre, on est dessus. Après, donc, on est sorti sur le terrain. Et puis jusqu'à maintenant, là, mois de juin. Un travail de longue haleine. Voilà, un projet sur l'année qui... Bon, on est ravis de vous accueillir, Juliette. Et puis c'est vrai qu'ils ont réalisé un beau travail. Puis ils se sont beaucoup investis. On le voit dans les images et dans les reportages. Et ils sont allés également au centre d'éducation d'environnement d'Amaury. Et là, je pense qu'ils ont passé une très bonne journée et ça a été très instructif. Ouais. Alors oui, c'est là justement où ils ont pu expérimenter, donc grâce au matériel préparé par les animateurs, donc qui sont vraiment, dont c'est le métier. Grâce à donc un jeu de piste. Ils étaient par équipe, ils avaient un petit rallye et ils devaient essayer de comprendre, essayer de voir comment l'eau était nettoyée. C'était très ludique. C'était très ludique et ça les intéressait quoi, pour avoir été là et pour avoir vu comment ils fonctionnaient. C'était vraiment, ils étaient dans l'activité. Ils étaient très heureux. Et d'ailleurs, on va les retrouver, si vous voulez bien, Juliette, sur le terrain, donc au centre d'éducation à l'environnement d'Amaury. Regardez. Par une belle journée ensoleillée de mai, les élèves de la classe de Juliette Montuis se sont rendus au centre d'éducation à l'environnement d'Amaury. Situé sur les communes d'Erny, de Vieux-Condé, le site est composé de 200 hectares d'espace naturel, dont 60 hectares de plans d'eau. Particulièrement attendue par les élèves, cette sortie pédagogique a été préparée en amont. Alors on l'a préparé en classe, donc il y a déjà quelques mois. On a commencé à travailler sur l'eau dans l'école, sur l'eau dans la nature. Les enfants ont réalisé des dessins sur où on pouvait trouver l'eau dans la nature. Donc là on a fait une affiche, ils ont fait leurs petits dessins, tout ça. Et donc on s'est arrêté là, on n'est pas allé plus loin, on a simplement constaté les différents endroits où il y avait de l'eau dans la nature. Et voilà, et ensuite on a continué à travailler sur l'eau, le cycle de l'eau en classe, sur papier, et puis en regardant un peu des vidéos. Et voilà, puis là on est arrivé aujourd'hui et puis on a pu voir vraiment l'eau dans la nature, le constater vraiment dans la nature, quoi. La mosaïque de milieux naturels qui compose le site d'Amaury offre de passionnants sujets de découverte, d'études et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour les élèves de la maternelle au secondaire et des classes spécialisées. Le programme proposé aux élèves de l'école Louis Duvent était particulièrement complet. Donc ce matin, on a parlé en fait du cycle de l'eau naturelle. Donc comment l'eau va évoluer dans la nature, mais d'elle-même. Le fait que ça soit un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Donc par là, on est allé d'abord sur le terrain, constater avec leurs propres yeux que l'eau pouvait ruisseler, s'infiltrer, s'évaporer, etc. Tiens, même que les arbres pouvaient transpirer. Ça, ils ne connaissaient pas. Et puis ensuite, on est revenu en salle et ils ont retranscrit leurs connaissances à l'aide d'une maquette. Cet après-midi, là, l'objectif est différent. C'est vrai qu'il ne s'agit plus de l'eau dans le milieu naturel, mais de l'eau à partir du moment où elle passe dans nos mains, nous les hommes. Donc à partir du moment où on va prélever cette eau, jusqu'au moment où on va la relâcher dans le milieu. Là, il y a différentes techniques qui vont être employées. On demande soit aux enfants d'être actifs au travers de petites expériences, soit on leur demande de se déplacer sur le terrain, d'aller chercher eux-mêmes l'information. Basée sur la découverte sensorielle et la démarche scientifique, cette sortie est une application active et concrète des programmes d'enseignement vus en classe. Bois, prairies humides, roselières, bras morts de l'Escaut, fleuves, étangs ont permis aux enfants d'appréhender l'eau dans la nature, d'intégrer de nouvelles notions comme la perméabilité, l'infiltration ou encore l'évapotranspiration. Mais surtout d'apprendre à observer, à écouter, à ressentir. Une expérience riche de sens.
Alors, nous l'avons vu, l'eau dans son milieu naturel, l'eau brute captée dans un cours d'eau, une nappe phréatique ou une source n'est pas toujours potable. Elle doit alors être acheminée par des canalisations jusqu'à une usine spécialisée dans le traitement de l'eau qui la rend potable, c'est-à-dire consommable sans risque. Voyons justement comment l'eau est rendue potable grâce au reportage réalisé par Reynald et Muriel à l'usine de traitement située à Saint-Amand-les-Eaux. Regardez. Avant d'atteindre notre robinet, l'eau est d'abord pompée en sous-sol dans les nappes phréatiques ou en surface dans les rivières. En France, l'eau est prélevée pour les 2/3 dans les nappes d'eau souterraines. Ces nappes résultent de l'infiltration des eaux de pluie dans le sol, puis de leur circulation dans le sous-sol à travers une roche poreuse ou fissurée. Le tiers restant provient des eaux qui s'écoulent à la surface du sol, appelées eaux superficielles ou eaux de surface, telles que les rivières ou les fleuves. Ainsi, les captages sont majoritairement réalisés dans les nappes souterraines. Ces dernières, en effet, présentent de nombreux avantages. Leur eau, épurée par le sol, est généralement de bonne qualité et moins vulnérable aux pollutions. A l'inverse, les eaux superficielles sont exposées à tous les types de pollutions et de disponibilité variable selon les saisons. L'eau captée est ensuite dirigée vers des unités de production afin d'y suivre des traitements biologiques pour l'eau des nappes souterraines et physico-chimiques pour l'eau des rivières. Les eaux souterraines sont souvent celles qui demandent le traitement le plus léger. Elles peuvent être potables dès le pompage, étant donné que le sous-sol joue le rôle d'un immense réservoir filtrant. L'eau de Valenciennes et de sa région est chargée en fer. Elle subit donc des traitements de déferrisation adaptés. Avant d'être envoyée dans le réseau de distribution, l'eau subit un dernier traitement par chloration pour enlever les éventuelles bactéries restantes. L'ajout d'une infime quantité de chlore, équivalent à une goutte d'eau dans 5 baignoires de 200 litres, détruit les dernières bactéries et préserve la qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les canalisations. En sortant de l'usine de production, l'eau est transportée jusqu'au réservoir de stockage. Rappelons que pour être potable, l'eau doit répondre à toute une série de paramètres microbiologiques, chimiques, des indicateurs de radioactivité ou encore des paramètres organoleptiques, odeur, couleur, saveur. Alors, nous apercevons souvent dans notre paysage régional nos fameux châteaux d'eau. C'est vrai qu'on en a toujours vu de ces châteaux d'eau. Juliette, vous vous êtes dit, tiens, mais à quoi ça sert ? Enfin, cette question, vous l'avez posée avec vos élèves. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, on l'a posée avant la visite. Donc, j'avais demandé un peu, c'est comment dans un château d'eau ? Ouais. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Voilà, à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Bon, ils n'avaient pas trop d'idées finalement. Il y a de l'eau. D'accord, mais ils ne voyaient pas trop. Il y a un château. Voilà. Et puis dedans, ils voyaient ça comme un grand tube rempli d'eau. Et, alors ils voyaient plein de tuyaux partout, en fait. Voilà, soit des tuyaux, soit un grand tube rempli d'eau transparent, dans lequel on pouvait voir l'eau dans le château. Et donc finalement, grâce à cette visite, on s'est rendu compte comment c'était vraiment à l'intérieur et à quoi ça servait. Voilà, et vos éléments de réponse, donc, en images, au château d'eau dans un, regardez. C'est au château d'eau d'Anzin que les élèves de la classe de Juliette Montuis ont eu toutes les réponses à leurs questions. Le château d'eau d'Anzin a été construit en 1930 par la société Eau et Fort sur la place de la ville Tel à Beffroi. Il mesure 27 mètres de haut et contient 2000 mètres cubes d'eau. Les châteaux d'eau sont une pièce maîtresse et très visible de l'approvisionnement en eau potable de nos maisons. Ils servent à constituer un réservoir tampon entre la production d'eau et la distribution aux consommateurs et livrent l'eau jusqu'à nos robinets. La production d'eau doit se faire le plus régulièrement possible, alors que la livraison est soumise à la demande des usagers. Quel que soit le moment de la journée et la hauteur de la demande en eau, il faut que chaque utilisateur bénéficie d'un débit correct. Grâce à des pompes, l'eau est propulsée vers le haut du château d'eau dans une énorme cuve. L'eau est ensuite envoyée dans un réseau gravitaire qui va assurer son cheminement vers l'ensemble des habitations. La pression de l'eau qui est fournie à notre robinet est proportionnelle à la différence d'altitude qui existe entre le niveau d'eau dans le château d'eau et notre habitation. Placé sur un point haut du territoire, il est capable, sans intervention d'autres formes d'énergie, de fournir le liquide à tout robinet situé à une altitude inférieure à lui, même à plusieurs kilomètres, grâce à la seule action de la pesanteur. Après avoir gravi marche après marche les escaliers menant au réservoir puis au toit du château d'eau,
les élèves ont pu se désaltérer au bar à eau mis en place par Eau et Force et partir renforcés de connaissances et d'une nouvelle responsabilité, être les ambassadeurs de l'eau. Voilà, vous savez tout à présent sur le château d'eau, comment ça marche et surtout à quoi ça sert grâce à Juliette et à ses élèves. Alors, l'eau qui coule du robinet, ça nous semble normal. Pourtant, il s'agit bien d'un confort très récent. On retrouve à présent notre ami Félicien qui va nous en dire plus. Félicien, bonjour. Salut Bruno. Aujourd'hui, on va parler de l'eau potable. Le matin, quand on se lève, eh bien, on se lave. Mais pendant la journée, quand on a soif, on va au robinet et il y a de l'eau qui coule par le robinet. C'est tout à fait normal. Mais il y a quelques dizaines d'années, ça marchait comment? Il n'y avait pas ces robinets, il n'y avait pas d'eau potable au sens où nous l'entendons maintenant. Alors, du temps de Napoléon Ier, par exemple, pour situer les choses dans le temps, quand les gens de Valenciennes, ils avaient soif, ils voulaient boire un verre d'eau, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils allaient puiser de l'eau dans le puits qui était dans leur cour avec un seau. Ou bien ils allaient dans la rue, puis ils allaient au puits qui avait été creusé par la ville, et même chez moi, on plongeait un seau dans le puits, on le remontait et on avait de l'eau. Seulement cette eau, est-ce que c'était vraiment de l'eau potable qui ne posait pas de problème? C'est pas sûr du tout. Parce que bien souvent, quand on avait bu de l'eau, on était malade. On était malade parce que l'eau, elle était pratiquement empoisonnée. Elle était empoisonnée pourquoi? Eh bien parce que les puits que l'on avait creusés dans la ville de Valenciennes et dans les cours des maisons puisaient l'eau dans la nappe phréatique. Or, cette nappe phréatique, elle était également en contact avec les fosses d'aisance, avec toutes les fosses à purin qui pouvaient exister à droite et à gauche. Il y avait des fermes à Valenciennes, et le purin, il s'en allait par là. Alors, quand on buvait de l'eau, on buvait n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Pour avoir vraiment de l'eau absolument pure, qui ne posait pas problème, il fallait sortir de la ville. Et la ville, elle avait des remparts avec des portes, et il fallait à l'extérieur. Pour ceux qui connaissent bien Valenciennes, c'est sur la place du Canada. Là, il y avait une fontaine où on pouvait boire de la bonne eau. Mais ce n'était que occasionnellement. Merci Félicien, très bientôt dans le tableau vert, bien sûr. Karine, j'ai une question, elle n'est pas piège, à vous poser. Quelle est la consommation d'eau par habitant et par jour en France? La consommation moyenne en France, c'est de 130 litres d'eau par habitant et par jour. Oui, 130 litres d'eau, c'est déjà pas mal. Moi, j'avais 137 litres d'eau. C'est quand même un chiffre conséquent. Oui, essentiellement, c'est vrai, par des usages qui ne sont pas l'eau de boisson. Voilà. Alors, justement, Laetitia, Nicolas Morena et Suleiman, 4 de vos élèves, se sont transformés en chroniqueurs. Et vous allez voir, de bons chroniqueurs. Ils vont nous dire comment consommer moins d'eau potable et surtout comment préserver les ressources. On les écoute. En jardinant, je choisis des végétaux résistants à la chaleur. Je n'arrose pas ma pelouse qui reverdira toute seule en période de pluie. J'utilise de l'eau de pluie pour arroser mes plantes et j'opte pour des techniques économes en eau, comme le goutte à goutte, le paillage ou l'herbe coupée. Lors des fortes chaleurs, pour conserver l'humidité du sol. Dans ma vie quotidienne, je prends des douches plutôt que des bains. Une douche rapide permet de consommer entre 25 et 100 litres d'eau, au lieu de 250 litres environ pour un bain. J'utilise des engrais naturels. Les engrais qui contiennent des pesticides sont massivement employés en agriculture. Mais pour rester potable, l'eau ne doit pas contenir plus de 0,5 microgrammes par litre. Les jardiniers amateurs sont tout de même la source de 25% de la pollution des nappes souterraines. J'utilise donc des déchets organiques, nourriture, branchages, herbes tondues
pour un engrais entièrement naturel. En faisant le ménage, j'utilise un lave-linge et un lave-vaisselle de classe A, qui utilisent peu d'eau. J'évite de me salir pour réduire le nombre de lessives. Je ne fais fonctionner mon lave-linge ou mon lave-vaisselle que lorsque la machine est pleine, ou en utilisant la touche demi-charge. Je peux ainsi économiser environ 30% du volume d'eau. Les fuites représentent 15 à 20% de quantité d'eau consommée par les ménages. Merci les enfants pour ces conseils. Nous avons pris bonne note, bien sûr, de toutes ces informations et nous allons faire des efforts, c'est promis. Merci Karine, merci Juliette de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans le Tableau Vert.